Déjà, je pense qu'il faut partir d'une notion juridique. C'est vous êtes en ce moment des assurances sur la loi El Khomri, donc qui traite de toutes ces relations salariales. Et la sous-traitance, c'est une relation commerciale. Et en fait, c'est important de comprendre ces deux notions parce que quand on travaille dans le cadre de la sous-traitance, on passe d'une relation salariale à une relation commerciale. C'est-à-dire qu'on n'est plus le salarié du donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est celui qui fait appel à la sous-traitance, mais on est son fournisseur. Et donc, l'entreprise à laquelle on est rattaché est un client. Et un client, on ne peut pas lui opposer le code du travail. Donc, c'est ça la clé du truc. Quand on est face à un patron, on est dans un rapport de subordination. Ça veut dire que notamment ça se matérialise par un truc qui s'appelle le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Un patron, il a le droit de donner des instructions aux salariés, d'imposer un certain nombre de règles, alors c'est encadré, il y a des limites, ça correspond globalement aux besoins de l'entreprise, mais il peut fixer un règlement intérieur, des sanctions, etc. Et ça, c'est encadré par le code du travail avec un certain nombre de protections qui sont insuffisantes. Nous, on se bat pour essayer de mettre en cause un certain nombre de choses dans le code du travail qui sont trop à l'avantage des patrons, qui vont permettre de faire en pratique quand même largement ce qu'ils veulent, mais c'est quand même protecteur. Et quand on est face à un client, on ne peut plus dire non, ça. On est confronté en permanence à la nécessité de satisfaire le client. Et du coup, les salariés qui sont dans cette relation-là, ils sont vachement fragilisés. Concrètement, comment ça se passe? Mettons ma boîte, moi je suis dans une boîte informatique, je suis chez un client, et le client me demande de faire un truc et je ne suis pas d'accord. Si je lui dis non, ça je ne le ferai pas, je l'ai fait une fois d'ailleurs. Je vais faire un mail en disant au client, non, ça, vous me demandez de faire ça, je ne le ferai pas. Là, je me suis fait provoquer par le chef. Il m'a dit, attention, ce que vous faites, c'est grave, vous mettez en cause la relation avec le client, donc ça met en cause le contrat qu'on a signé, et derrière la menace, c'est une menace de sanction. C'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre pour un simple refus vis-à-vis de la responsable hiérarchique. Parce que là, directement, ils mettent en avant le fait que ça met en danger l'entreprise. C'est qui à ce moment-là? C'est le grand chef, là c'est le mec de ma boîte qui provoque. C'est là que c'est assez. Je dis non à un chef, un client, mais c'est le chef de ma boîte qui fait sur les voilà. Alors, voilà, ça c'était un peu l'introduction. Alors, pourquoi il y a de la sous-traitance? Alors, en général, les raisons qui sont mises en avance, c'est soit la boîte client, elle ne sait pas faire certaines choses, elle fait appel à un fournisseur qui a une compétence technique ou technologique particulière. Non, je sais pas, je suis fabricant de voitures et je mets des pneus à mes voitures. Plutôt que de développer des pneus, il y a pas mal de technologies dans un pneu, j'ai demandé à Michelin de me fournir des pneus. Comme ça permet de pas consacrer l'essentiel à concevoir la voiture et à produire. Le deuxième truc, c'est j'ai une grosse commande et je dois produire rapidement. Donc du coup, je ne peux pas faire tout ce que je fais d'habitude tout seul, je demande à un sous-traitant de venir produire voilà. Et puis, après, ce qu'on entend souvent, c'est les boîtes qui disent on va se recentrer sur notre cœur de métier. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de la banque. Les banques, elles ont beaucoup d'informatique. Mais elles considèrent que le cœur de leur activité, c'est pas l'informatique, c'est les métiers de la banque, c'est les produits financiers, c'est tout ça. Donc elles vont essayer de se dégager de ça pour se concentrer sur un push. Quand j'étais au lycée, les boîtes
En fait, à peu près tous les gens qui travaillaient dans une boîte, ils étaient salariés de la boîte. C'est-à-dire que ce soit les femmes de ménage, les personnels d'accueil, le service courrier, tout un tas de trucs comme ça, c'était intégré. Et à l'époque, il y avait un modèle qui s'appelait le modèle japonais, où on nous expliquait qu'au Japon, il y avait des très très grosses sociétés qui avaient un nombre restreint de salariés, qui avaient la garantie de l'emploi à vie. Et puis plein de sous-traitants. Et puis, alors les sous-traitants, ils n'avaient aucun droit. Et puis quand il y avait des baisses d'activité, qu'est-ce que faisait la grosse boîte? Elle mettait fin à des contrats, ou elle ne renouvelait pas des contrats avec les sous-traitants. Donc les sous-traitants licenciaient massivement, mais dans les grosses boîtes, ils maintenaient une situation stable. Et ce modèle, c'était, pour nous, c'était un truc, c'est bizarre, quoi, puis assez choquant. Et aujourd'hui, en fait, en France, c'est la même chose. En 30 ans, on est passé complètement à ce modèle-là. Et en fait, je pense que ce qui est, les raisons que j'ai données au début, elles existent, mais les vraies raisons, enfin la raison fondamentale, enfin, il y en a deux, c'est donc donner une souplesse par rapport à la variation d'activité. Et puis, une autre qui est stratégique pour le patronat, c'est d'émietter le salariat. C'est-à-dire que d'avoir dans une boîte tous les personnels qui dépendent de la même société, c'est donner la possibilité que tous se mettent ensemble pour revendiquer des choses, demander des augmentations de salaire, des aménagements de leurs conditions de travail, etc. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, j'ai travaillé dans une process à la boîte, et dans le même immeuble, on était, même dans le même bureau, on était, je sais pas, dans le même immeuble, il y avait peut-être 50, 100 boîtes différentes présentes, alors, 100 fournisseurs informatiques. Alors, au quotidien, dans le travail, on travaille ensemble, on forme une équipe. Alors, je ne vais pas demander t'es de quelle boîte, si tu n'es pas de ma boîte, je ne travaille pas avec toi. Donc, si j'ai un problème à traiter et tout, et que tu es dans nos équipes, on va bosser ensemble. Donc ça ne pose pas de problème. Par contre, si j'ai un problème, je ne sais pas, c'est le moment où on négocie les augmentations dans ma boîte. Je ne peux pas t'en parler puisque tu n'es pas de la boîte. Donc je suis tout seul de ma boîte. Les autres, ils sont à un autre étage ou ils sont chez d'autres clients. Et ça, en fait, cet émiettement, il permet de casser les collectifs de travail. Pas sur le côté travail quotidien, mais sur tout ce qui est relation avec l'entreprise, avec le patron. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, l'enjeu, un des deux enjeux, avec la souplesse. Parce que dans la loi El Khomri, un des trucs qu'ils veulent faire, c'est donner la possibilité, par exemple, d'avoir un temps de travail fixé sur 3 ans. Et on a eu, avec les lois Aubry, 35 heures, on a déjà eu la dualisation du temps de travail. Il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui permettent aux patrons, ont permis progressivement de donner une souplesse dans la gestion du temps de travail. Parce qu'avant, comment ça se passait? Bon, une boîte à 100 employés, il y a de l'activité pour les 100 qui bossent, puis il y a moins d'activité, ils bossent moins. Donc ça veut dire que pendant toute une période, le patron il gagne moins d'argent s'il paye ses salariés pour bosser moins. Donc c'est pas bon pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est que les 100, ils travaillent au maximum tout le temps. Alors, il y a eu, par exemple, dans l'industrie, chez Renault, ils ont essayé d'augmenter l'intensité du travail, par exemple en observant le processus de travail de manière, il y a une notion, je ne me rappelle plus le terme, mais comment? Oui, non mais ça oui, bien sûr, ça c'est ancien, mais il y a un terme qu'ils ont employé qui est le temps de... enfin, qui désigne le temps dans lequel le salarié fait un geste utile à la production. Et ils ont observé chaque poste de travail avec des types spécialisés, et si le mec par exemple il faisait un geste comme ça pour aller chercher un truc, et puis ensuite le fixer, ils ont dit tiens mais si on le met là au lieu de le mettre là, ou s'il a 2 pas à faire, on va optimiser. Et ils ont resserré comme ça, augmenté la productivité du travail de manière extrêmement importante,
en limitant tous les temps perdus, tous les temps pas productifs. Donc ça, c'est un des moyens d'augmenter la productivité. Mais quand il y a une baisse du carnet de commandes pendant quelques semaines ou quelques mois, là, on peut toujours augmenter les cadences, ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas de production à produire. Donc c'est là qu'ils ont la question de dire qu'est-ce qu'on fait en cas de variation. Et les patrons, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit les salariés qui payent le prix et pas eux. Donc si ils maintiennent un salarié employé tout le temps, même quand il n'y a pas d'activité, c'est le patron, d'une certaine manière, le mec qui paye le prix. C'est-à-dire qu'il ronge sur ses marges pour maintenir l'emploi. Parce que s'il ne peut pas licencier directement, parce que licencier, c'est la merde. C'est-à-dire que faire un plan social, ça veut dire créer de l'agitation dans la boîte, désorganiser, et puis les gens vont se battre pour obtenir soit empêcher les licenciements, soit s'ils n'y arrivent pas à obtenir des compensations, etc. Il y a des lois qui obligent quand même un certain nombre de mesures d'accompagnement et tout. Donc ça, c'est emmerdant. Par contre, si tu peux dire aux gens, bah, cette semaine, tu bosseras 20 heures, et puis l'année prochaine, on aura plus de trucs, bah, tu bosseras 50 heures, ce sera annualisé sur 3 ans, donc il n'y aura aucune heure supplémentaire payée. Là, le bien, il est très important. Donc, alors, mais pour donner encore plus de souplesse à ça, la sous-traitance, ça permet de, en fait, carrément, je vais appeler un sous-traitant, je lui dis j'ai besoin de 10 bons hommes. Alors, en fait, il y a plusieurs formes de sous-traitance. Dans l'informatique, il y a une part non négligeable où c'est des gens qui sont mis à disposition directement du client. Théoriquement, c'est pas très légal, ça. Mais ça existe de manière massive dans ce secteur-là. Et puis sinon, c'est le sous-traitant, il produit dans son usine, dans son atelier quelque chose, et il le livre ensuite au donneur d'ordre. Et en fait, les sous-traitants, ils essayent au maximum d'avoir de la souplesse pour pouvoir dire, bah voilà, là, pour les 2 mois, je vous commande ça, et puis après, il va dire, bah là, on va moins vous commander, on ne va plus vous commander parce qu'on a un trou dans l'activité. Et donc, c'est les sous-traitants qui supportent une part importante de la variation d'activité. Comme ça permet à l'entreprise principale, de l'hôtesse d'ordre, de maintenir ses marges et de maintenir sa rentabilité au maximum. Et c'est comme ça qu'on voit que les entreprises du CAC 40, on a traversé un tas de soubresauts, de crises, etc. Et elles ont maintenu des taux de profit hyper élevés avec des dividendes très importants pour les actionnaires, alors que le reste de l'économie ne va pas bien. Mais parce que justement, elles arrivent à faire peser sur toutes les sous-traitances l'essentiel de l'effort. Alors, il y a un autre... alors, juste sur l'aspect syndical, nous, dans notre secteur, on a beaucoup de mal à syndiquer les gens. Parce que quand les gens sont dispersés chez les clients, rien que pour leur parler, c'est compliqué. C'est-à-dire que légalement, quand on est tous dans une boîte où il y a 500 salariés au même endroit, on a des droits, on peut distribuer des tracts, on peut afficher, il y a des panneaux d'affichage, on a le droit de mettre l'affichage syndical. On peut recevoir les salariés dans des locaux, on doit avoir une proportion de la taille d'entreprise, on doit avoir des locaux syndicaux, etc. Donc on a un certain nombre de droits qui ont été acquis progressivement, on est parti non négligeable en 68. C'est en 68 que les sections syndicales ont été reconnues également, officiellement. Donc on a des droits. Mais aller faire ça chez un client, c'est compliqué. On ne peut pas se pointer comme ça chez un client. Déjà chez un client standard, je parlais du moment que j'ai bossé souvent, à l'accueil de cette louange, c'est pareil. Il faut montrer pas de manche pour un badge, pour entrer, il faut expliquer ce qu'on vient faire et avoir l'autorisation d'entrer. Donc si je viens en disant je suis syndicaliste, j'ai rencontré des salariés, ça va faire. Il va falloir qu'à midi, je vienne, que j'arrive à prévenir les salariés et leur donner rendez-vous pour pensant quelque part. C'est pas très facile, quoi. Ça me méfie. Voilà, donc les droits syndicaux sont difficiles à mettre en œuvre. Alors dans certaines boîtes, on a réussi à négocier le droit d'utiliser la messagerie professionnelle pour envoyer au moins des communications par mail. Mais c'est pas un droit.
Dans ma boîte actuelle, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sans arrêt, on essaie de récolter auprès des salariés des adresses mail perso pour avoir une liste et leur envoyer des infos. Mais c'est pas pareil que le contact physique. Donc, tout ça fait que le taux de syndicalisation dans le secteur est super bas et que les patrons ils sont tranquilles, quoi. On leur fait pas peur. Et puis les clients ils sont encore plus tranquilles parce que même si une boîte chez ça dépend des fois. Mais globalement, une règle chez un sous-traitant n'a pas beaucoup d'impact. En général, il s'arrange pour en avoir plusieurs, pas être complètement dépendant de sous-traitant. J'ai un contre-exemple que j'ai vécu dans la boîte. On avait des collègues qui bossaient chez Volkswagen à l'Île-de-France. C'était un centre d'appel. Ils recevaient les appels des clients qui avaient des problèmes avec leur voiture. C'était une centaine de salariés avec très peu de la boîte. Et ils sont mis en grève. Et là, c'est le bordel à dire. Parce que la direction de Volkswagen a été bloquée, tous les appels étaient quoi. Du coup, ils avaient qu'un sous-traitant, c'est déjà moi. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça qui est arrivé! Non, mais alors suite à cette grève, ils ont mis en place un plan, ce qu'on appelle un plan de continuation d'activité. Ils mettent ça aussi en place. De toute façon, tous les moyens sont bons pour essayer de casser les possibilités de bagarre. Et donc, un plan de continuation d'activité, c'est un élément du contrat qui est passé entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel le sous-traitant s'engage à mettre en place des moyens pour maintenir l'activité militaire. Voilà, l'idée c'est ça. Donc, en fait, ces plans-là, moi j'ai pas eu connaissance, il faut savoir ce qu'il y avait. Celui qui avait en mettre en place, je suis. Dans vos boîtes, vous n'avez pas le droit, en tant que délégué syndicaux, représentant du personnel, d'avoir accès au plan de négocier avec la DSA? Non, pas ça, parce que c'est un élément contractuel et donc on est voilà. Alors, et puis il y a une autre mécanique qui est intéressante, je voulais vous parler, c'est le mécanisme de référencement. C'est-à-dire que, mettons, on prend toujours l'exemple de cette grande banque là, elle a un certain nombre de fournisseurs informatiques. Et puis, à un moment donné, elle dit, c'est des méthodes qui ont été développées d'abord dans la grande distribution, et qu'ils ont reproduit maintenant partout. Alors, dans tous les secteurs, il y a ce mécanisme-là. Il appelle le référencement. C'est-à-dire que la banque, elle a de temps en temps besoin de faire un appel d'offres pour tel projet, elle a besoin d'une personne, elle a besoin d'une équipe, etc. Donc ça, c'est tout le long de l'année, il y a des besoins qui s'expriment au fur et à mesure. Mais elle va dire, bon, mais quand j'ai des besoins, il n'y a qu'un petit groupe de fournisseurs qui pourront répondre, qui recevront mes besoins. C'est les fournisseurs référencés. Et alors, il faut choisir, donc elle va choisir des fournisseurs qui seront susceptibles de recevoir des offres. Et donc, elle discute avec eux, elle leur demande de donner des garanties financières, etc., de solidité, et puis elle discute des tarifs, des conditions. Et donc, elle négocie à la baisse les tarifs. Et puis, donc, les 3-4 qui vont être sélectionnés, on les met en concurrence. Au début, il y en a 7-8. Puis, il faut être dans la shortlist, et après, il faut être dans les référencés. Et donc, il y a plusieurs tours de négo, et à chaque négo, il faut diminuer les tarifs, quoi. Et on est référencé pour 2 ans, 3 ans. Puis après, il faut recommencer. Et rodéo. Et toujours à la baisse. Donc en fait, c'est une mécanique redoutable pour amener les sous-traitants à baisser leur prix en permanence. Et ça, on le vit dans l'informatique depuis des années. Et ils baissent ce qu'on appelle le TJM, le taux journalier moyen, c'est un taux de facturation des personnes qui travaillent. D'année en année. Alors, c'est assez paradoxal parce que ce mécanisme-là, à première vue, comme ça, on dit les boîtes qui fournissent, à un moment donné, vont plus pouvoir, parce que si on baisse sans arrêt leurs tarifs, elles vont plus y arriver. En
fait, il y a certaines organisations, par exemple, sur des projets, on va pas mettre des gens à disposition, mais on va faire ce qu'on appelle un forfait. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, le client dit j'ai besoin d'une application qui gère tel type de produits financiers, mettons, et avec un certain nombre d'informations sur ce dont il a besoin, précisément, le plus possible. Et ensuite, la boîte dit, ok, bah, moi je vous fais ça pour tant. C'est un prix forfaitaire. Elle a estimé combien ça lui prendrait Et en fait, tout le jeu, c'est de réussir à facturer plus de jours, parce qu'on évalue en nombre de jours hommes. Donc, on dit par exemple qu'il faudra le travail de 1000 personnes pendant 1000 jours d'une personne. Ce ne sera pas une personne pendant 1000 jours, ce sera peut-être 10 personnes pendant 100 jours, en fait ce ne sera même pas ça, ça variera dans le temps. Mais voilà. Et ensuite, on applique le TJM et ça donne un montant. Donc le jeu, c'est d'augmenter le montant en question. Et puis après, le jeu à la con aussi, c'est de dire ah oui, mais ça vous ne l'aviez pas demandé. Parce que faut être précis dans les demandes. Et donc il y a tout un jeu, on passe un temps fou maintenant. Avant, le métier c'était de faire l'informatique. Mais bien, le programme. Maintenant, une partie de notre métier, c'est d'entuber le client en lui disant ah ça tu me l'as demandé, mais ça tu ne l'as pas demandé. Tu me l'as demandé comme ça, et là maintenant tu le veux comme ci. Et donc ça est plus cher, forcément. Donc on passe. Alors du coup, le gain pour la boîte, pour le fournisseur, pour le donneur d'ordre, il est en partie reperdu autrement. C'est-à-dire qu'il gagne théoriquement sur le taux journalier moyen, mais par contre, il va être obligé de revenir à payer en plus des trucs parce que c'est jeu à la. Et en termes de conditions de travail, c'est hyper chiant pour nous parce qu'on se retrouve à faire un truc qui n'est pas notre boulot, à être dans des relations merdiques avec le fournisseur Moi j'ai été dans les deux rôles parce que il m'est arrivé en tant que moi-même prestataire de gérer un fournisseur. Et donc une fois on leur avait demandé de faire un truc, ils nous disent ouais il y en a pour 50 jours. Et le mec, on l'a fait nous à deux en une demi-journée. C'est l'exemple le plus caricatural. Donc il y a ce jeu-là. Donc, et comme ils avaient toute la main sur cette application, on était obligé de passer par eux. Donc, et du coup, en termes d'intérêt du travail, on perd vachement. C'est-à-dire que on se fait chier à faire des trucs sans intérêt. Nous, ce qu'on aime, c'est faire un travail intéressant, développer une application qui marche bien, qui répond aux besoins du client. Et en fait, on se retrouve à faire de l'administratif, à faire de la procédure, etc. pour gratter du fric. Ça, c'est pas okay. Donc en termes d'intérêt du travail, ça a des conséquences aussi. Mais alors, vous me direz, oui, mais si les fournisseurs ils arrivent à se rattraper comme ça, c'est quoi l'intérêt du donneur d'ordre de mettre en place toute cette mécanique pour au final payer quand même quoi. Ben, je crois, moi, ma théorie, c'est que malgré tout, ça pèse quand même sur le marché du travail. C'est-à-dire que nos patrons, quand on négocie des augmentations annuelles, par exemple, ils nous disent, mais attendez, les clients, ils baissent le TJM, c'est de plus en plus dur, on ne peut pas nous augmenter. Et donc, ça a permis, c'était un secteur qui était plutôt bien payé, il y a 30 ans, les informaticiens étaient bien payés, et ça a permis progressivement d'exercer une pression à la baisse sur les salaires, sur les conditions de travail. On a perdu des jours de RTT souvent, des choses comme ça. Donc ils sont même allés plus loin. C'est-à-dire que par exemple, sur certains projets, alors il y a des projets qui sont appelés les TMA, c'est la maintenance. Quoi. Donc, on a une application, puis on la gère pendant une certaine durée, et ils imposent qu'une partie du travail soit fait en offshore. Et alors, en l'occurrence, c'est au Maroc, ça fait. Même en Inde, etc.
Donc le fournisseur dit ok, je vous confie ça, mais vous me faites 20% au Maroc. Donc là, une nouvelle pression sur les prix, parce que les développeurs marocains ne sont pas payés comme les développeurs français. Même si ils ne sont pas éligibles, ils étaient au courant de. Ils savent comment on est payé nous et comment ils sont payés eux. Donc les prix ont tendance à grimper là-bas, parce que dès qu'ils commencent à bien connaître, à bien maîtriser le truc, ils changent de boîte, etc. Enfin, donc il y a une pression à la hausse, mais quand même, tout ça a permis depuis des années, dans un secteur qui s'était équipé en fait il y a 40 ans à peu près. Avant, il n'y avait pas d'informatique dans les entreprises. Donc au moment où les entreprises se sont équipées, là, elles ont payé, et puis les boîtes d'informatique, elles disaient ce sera quand, et les clients ont payé, quoi, ils ne savaient pas. Et là, ils ont resserré les boulons, et ils ont fait baisser les coûts pour ça. Et en fait, je crois que c'est un mécanisme général, parce que dans tous les secteurs de la sous-traitance, c'est vraiment des mécanismes de référencement, tout ça, qui ont permis vraiment de resserrer les coûts et de faire remonter les bénéfices au niveau des comptes d'entreprise. Voilà. Si vous avez des questions. Moi, j'ai pas entendu le début, du coup, ce serait peut-être côté de la claque, mais du coup, est-ce que, on a bien compris que vous assumiez un peu les fluctuations du marché et tout. Est-ce qu'il y a une précarisation de l'emploi, enfin, je veux dire, dans le secteur sous-traitant dont vous parlez? Est-ce que, du coup, c'est un développement des CDD, du recours à l'intérim, etc. C'est ma première question. Et du coup, est-ce qu'il y a une forme de hiérarchisation entre l'entreprise mère, enfin les salariés de l'entreprise mère et ceux des sous-traitants, c'est-à-dire est-ce que ça crée une échelle hiérarchique entre les salariés? Est-ce que quand dans vos collaborations avec eux, c'est un truc que vous vivez? Et l'autre question, c'était, oui, bon alors c'était peut-être pas très adapté au secteur, mais est-ce qu'il y a une dimension aussi en termes de contenu du travail où vous assumez ou les sales tâches, ou alors le travail pénible, ou alors le travail risqué, enfin, est-ce qu'en termes de contenu du travail, il y a une hiérarchie qui se fait comme ça dans la division du travail entre les entreprises mères et puis celles de Je prends peut-être plusieurs questions. J'ai une question au cours de votre travail. Est-ce que vous avez vu un développement à l'horizontale de votre entreprise? C'est-à-dire, est-ce que, étant donné que vous êtes dans le secteur informatique, est-ce que vous avez dû, par exemple, avoir des formations qui vous ont fait passer en multitâche, en fait, pour ne pas dépendre justement d'une seule demande, mais de plusieurs demandes de fournisseurs, de donneurs d'ordre? Vous avez vu un secteur d'activité, après est-ce que ça s'est développé sur plein d'autres secteurs, en fait, pour justement que le patronat, lui, ne subisse pas les aléas de la demande? C'est quelle forme ça prend la sous-traitance? C'est des entrepreneurs individuels, c'est des boîtes d'intérim, quelle forme ça prend? Et comment est-ce que les organisations syndicales spécifiques à ce domaine-là, est-ce que c'est des branches, quelque chose? Une petite question en plus, c'est comme tu parlais du jeu à la con où on dit que quelque chose vaut 50 jours de travail, alors qu'en fait c'est une demi-journée, il y a une perte d'intérêt du travail et une perte de productivité. Dans quelle mesure la CGT par exemple utilise cette réalité-là pour contre-argumenter sur tous les discours sur le coût du travail qui serait trop élevé alors qu'il y a un gâchis de temps et d'argent énorme avec ces mécanismes, et comment c'est dessus éventuellement.
essayer de répondre à la question. Alors, la précarisation. Alors, dans l'étude de la DARES que j'ai citée au début, avant que t'arrives, oui, il évoque une plus grande précarité, globalement dans les entreprises sous-traitantes. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a moins de cadres. Alors, il y a aussi moins de femmes. Et ça, je lui explique. Enfin, moi, je l'ai vu dans le secteur bancaire, c'est très net. Beaucoup de femmes, assez vite, cherchent à être recrutées chez les clients finaux, les donneurs d'ordre, parce que on est dans une organisation sociale où les femmes assument encore la très grande partie des tâches familiales, de l'éducation des enfants, etc. Et chez un donneur d'ordre, en général, tu as plus de jouabilité, tu as plus de souplesse. On ne te demande pas, nous on nous demande d'être très mobile, c'est-à-dire qu'un jour on bosse là, un autre jour on bosse à le bout de la région parisienne, etc. Le lendemain en général. Mais... Et donc les femmes, un des effets de ce truc-là, c'est que les femmes ont moins fuient un peu ces secteurs-là, parce qu'elles n'arrivent pas à assumer en même temps, c'est plus difficile pour elles d'assumer en même temps les tâches ménagères, familiales, et surtout les enfants, et ces contraintes au niveau professionnel. Donc, sinon, sur les formes de contrat, globalement, là ça dépend des secteurs, je pense. Dans le secteur informatique, c'est beaucoup de CDI quand même. Il y a beaucoup de CDI, même si, comme dans tous les secteurs, il y a un abus des CDD, notamment au niveau des embauches. C'est-à-dire qu'ils font des CDD ou des longs. On a 7 mois de période d'essai. C'est 4 plus proche, je crois. Donc, ah oui, parce que nous, on est dans un secteur, dans l'informatique, on est énormément de cadres. On cadre pas tout en personne, mais on a un statut cadre. Alors ça comporte quelques avantages, ça comporte aussi certains inconvénients. Et non celui d'avoir une période d'essai très très longue. 7 mois de période d'essai, dans d'autres secteurs, il y a l'intérim aussi, dont j'ai pas beaucoup parlé, mais c'est aussi une forme de sous-traitance. Dans les usines, Renault, tout ça, Peugeot, ils ont énormément d'intérimaires en permanence. Donc ça leur permet de faire varier. Et puis là, il y a des règles de recours à l'intérim. Normalement, on ne peut pas tout faire. Mais j'ai eu l'occasion d'en discuter une fois avec la compagne de mon fils, qui était intérimaire, et qui, clairement, j'avais regardé, c'était illégal ce qu'il faisait faire. Et donc, je lui avais dit, si tu vas au prud'homme, tu peux gagner 6 mois de salaire minimum. Ça va, elle n'avait pas bossé tant que ça chez eux. Mais le problème, c'est qu'elle dit, ouais, mais si je fais ça, si j'ai encore besoin de bosser en intérim derrière, je suis cramé. Donc, ils savent que le jeu en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire, même si on gagne 6 mois de salaire, on est content sur le moment, parce qu'il n'y a plus de boulot derrière. Donc, en fait, ils se permettent de maintenir les gens dans la précarité, et on n'a pas tellement de moyens de s'opposer. Il y a un autre moyen, c'est ce qu'on appelle le délit de marchandage. C'est-à-dire que le prêt de main-d'œuvre illicite, parce que normalement, on ne doit pas prêter, à part les intérimaires, on ne doit pas prêter une personne, on doit vendre un service, schématiquement. Mais c'est pareil, si mettons, la CGT engage une procédure vis-à-vis de la BNP, en disant, voilà, vous avez 10 personnes là que vous gardez depuis 6 ans en prestation, c'est du délit de marchandage. Alors, il y a des chances qu'on gagne, ça prendra peu de temps, mais vraiment beaucoup de temps. Et puis une fois qu'on aura gagné, de toute façon, notre boîte ne pourra plus bosser avec la BNP, et donc en fait, on va tuer notre boîte en faisant ça. Enfin, on va lui faire perdre un gros coup. Donc du coup, on ne le fait pas parce que on rendrait service à 5-6 personnes et on flinguerait 500 autres.
fait que quand une boîte coule, si une boîte coule et qu'elle qu'il y a beaucoup de salariés qui sont dans une situation comme ça, là, ils vont faire un peu de temps. Alors, sur la hiérarchie entre salariés dans la collaboration de travail, elle existe en partie du fait qu'il y a plus d'encadrants chez les clients. Mais par contre, dans les équipes, en général, il n'y a pas vraiment. Enfin, dans le secteur informatique, hein, dans ce que j'ai vécu moi, il y a une vraie collaboration. On est au sein d'une équipe, on bosse ensemble, on s'en fout en fait. Par contre, par exemple, j'avais bossé chez Groupama à la Défense, et il y avait des trucs, il y avait une cantine d'entreprise, mais on ne pouvait pas y manger. Donc ça clairement, mais c'est pas le cas partout. Dans la BNP, on mangeait à la cantine d'entreprise, on payait plus cher, parce que le CE n'avait pas le droit de financer notre repas, mais ça allait quoi. Et donc on pouvait manger avec nos collègues internes, on les appelle les internes, et puis avoir des liens comme avec les collègues. Quoi. Ça c'était plutôt sympa. Obama c'est à la fois, parce que du coup on bouffait, c'était à la Défense, on bouffait à la Défense tous les midis. Mais ça paraît tout bête, mais c'est le genre de petits détails qui changent les rapports. Sinon, sur le contenu des tâches, alors, justement, le rapport de la DARES, il en parle. Il dit qu'il y a plus de risques, il y a plus de. Globalement, le fait qu'il y ait. Enfin, il y a eu, je ne sais pas si vous avez. C'était il y a longtemps déjà, mais il y avait eu un gros scandale sur les intérimaires du nucléaire. Ça, c'est un cas typique qui n'est pas isolé. C'est-à-dire que le EDF faisait appel à des intérimaires. Les gars, ils allaient intervenir dans une zone irradiée, donc ils prenaient des doses. Et puis quand ils avaient rempli leur carton, ils changeaient de boîte d'intérim. Et du coup, quand le décompte n'était pas centralisé, ils se reprenaient leur dose avec une deuxième boîte d'intérim. C'est comme ça qu'il y a eu des gens qui ont été malades, évidemment. Ça, oui, ça existe, bien sûr. Parce que c'est beaucoup plus compliqué ah oui, il y a un truc dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai dit qu'on avait du mal à rencontrer nos collègues et tout. On a une instance qui est très importante qui s'appelle le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, CHSCT. C'est vraiment une instance qui a un pouvoir assez fort, parce qu'avec les lois Macron, ça, ils sont en train de réduire. Mais c'est-à-dire que la jurisprudence a vraiment acté le fait qu'un employeur il a une obligation de résultat en matière de sécurité. Il n'y a pas une obligation de moyens, une obligation de résultat. Donc quand un CHSCT dit attention, alerte, danger, l'employeur ne peut pas faire comme s'il n'avait pas entendu. Parce que si derrière il se passe quoi que ce soit, là sa responsabilité est engagée et ça peut être assez lourd. Donc ça peut être une responsabilité pénale pour l'employeur. Donc du coup on pouvait, et notamment on a réussi à le faire valoir sur, il y a eu la jurisprudence France Télécom qui a fait beaucoup de bruit avec les suicides qu'il y a eu il y a quelques années, où les syndicats, par le biais des CHSCT, ont mené des batailles en disant que c'est de la faute de l'entreprise qui a mis les gens sous pression, qui les a mis dans des conditions difficiles, etc. Et du coup, ça a amené des gens au suicide. Et la justice leur a donné raison. Et ça a fait peur à toutes les entreprises. Parce que nous, on a pas mal utilisé ça. Quand il y avait des problèmes et que les gens n'allaient pas bien, on disait attention, risque psychosocial. C'est comme ça que ça s'appelle. Et là, la boîte a fui, quoi. Parce que si jamais il se passe un truc, quelqu'un qui se suicide ou quoi, ils sont mal, quoi. Si on a alerté avant en disant attention, vous êtes en train de mettre les gens en danger. Donc c'est un levier qu'on avait pour. Alors, c'est plus compliqué à faire ça chez un client. Parce que déjà on n'y est pas. Alors, le CHSCT du client, normalement, peut intervenir. Mais c'est compliqué aussi pour le. Nous, on a des sous-traitants nous-mêmes dans notre boîte.
Ouais, parce qu'on sous-traite et du coup, on a vachement de mal à intervenir pour eux. Parce que juridiquement, on n'a pas de qualité à le faire sur la plupart des sujets. Donc même si on n'est pas pour dire nous on s'en fout, c'est sous-traitant et enfin, on n'est pas dans cette optique-là du tout, évidemment. On est pour, au contraire, essayer d'amener une cohésion la plus grande possible de l'ensemble des salariés. Mais juridiquement, on ne peut pas. On est très vite limité. Et du coup, ils sont livrés. Alors, on essaye sur certains secteurs, on arrive à mettre en relation des sections syndicales de différentes boîtes, mais il n'y en a pas partout. Donc, on est dans le secteur de l'informatique, on est dans notre fédération, on est pro 4000 militants CGT, sur un secteur où il y a 700 000, rien que sur une des conventions politiques, il y a 700 000 salariés, c'est ce qu'on appelle Syntec. Ça vous donne une idée de ce qu'on fait, c'est pas grand chose. Voilà. Alors, les questions d'élargir le domaine de compétences pour essayer de ne pas être dépendant des. Alors, ça c'est très variable. Il y a des boîtes qui sont sur des niches, qui sont très spécialisées. Alors, c'est en général les boîtes les plus rentables. Quand tu arrives à être sur une niche où il y a peu de gens qui ont la compétence, c'est le bonheur. Hein. Parce que tu dis au client, ce sera le temps, il paye. Parce qu'il y a que toi qui sais faire. La réponse en partie. Comme tu as dit, nous aussi on sous-traite. Oui, voilà, il y a ça. Sous-traite. Et puis, alors il y a des boîtes qui sont très généralistes, mais le problème c'est que c'est pas facile, il faut être gros pour être généraliste. Parce que si tu as 2-3 personnes par spécialité, c'est pas bon. Après, d'avoir des personnes qui connaissent tout, c'est presque impossible. En informatique, c'est énorme, quoi. Il y a énormément de technologies différentes et tout. Donc on ne peut pas avoir. Alors il y a de la formation, on a un secteur qui forme beaucoup quand même, mais on ne peut pas. Donc, il n'y a que les très grosses boîtes. Il y a des boîtes quand même qui font Capgemini, Sopra Steria, c'est immense. Je ne sais plus combien c'est Capgemini, mais Capgemini, ils ont une grosse filiale en Inde, par exemple. Donc voilà, eux-mêmes, ils sous-traitent très massivement pendant. Toutes les grosses boîtes essayent d'avoir comme ça des filiales dans des pays à bas coût pour eux-mêmes répercuter une partie. Alors sur les formes juridiques de la sous-traitance. Alors, d'une manière générale, alors c'est plutôt de société à société, c'est-à-dire il y a des gens qui sont ce qu'on appelle en freelance, mais ils passent toujours par une entreprise pour contracter avec un client. C'est-à-dire qu'à une époque, il y a 30 ans, il y avait des freelances qui contractaient directement avec des clients finaux. Ça, avec le mécanisme des référencements dont j'ai parlé, ça a été terminé ça. Comme déjà, moi ma boîte par exemple, elle a perdu énormément de référencement, elle est obligée de passer par ce qu'on appelle les rangs 1, c'est-à-dire les sous-traitants de premier rang, pour travailler par rapport à des clients qui étaient ses clients avant, mais donc elle a perdu le référencement. Et les freelances, c'est encore pire, quoi. Enfin, ils n'ont aucune possibilité d'être référencés individuellement. Donc c'est. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Et du coup, au niveau syndical, ça marche par la branche, c'est la branche informatique de la CGT. Alors, la branche, la Fédération des sociétés d'études, elle regroupe l'ensemble du secteur ce qu'on appelle les SS2I, maintenant on les appelle les ESN, entreprises des services numériques. Et elle regroupe aussi d'autres secteurs, parce que c'est un secteur assez récent, et dans lequel il y a une faible syndicalisation. On a réclamé un tas de secteurs. Par contre, il y a toute une partie d'informatique qui n'est pas dans la fédération. Parce que, je fais l'exemple de la BNP, ils ont eux-mêmes plein d'informaticiens. C'est vrai, bon, c'est bon. Par contre, ils ont fait la CGT. Ouais, voilà. Ça, c'est vrai d'une manière générale, c'est-à-dire que pour n'importe quelle activité,
si elle existe à la fois dans des grosses boîtes, comme sous-activité de la boîte, et puis dans un secteur à part, il y a des gens qui vont dépendre de fédérations, enfin de structures différentes, parce qu'on est obligé quand même de découper un minimum. Sinon, on aurait une seule grosse structure. Ouais. J'ai un ami qui fait une thèse sur la CGT et sur. Il y a la question de la précarisation aussi, de comment on fait pour mobiliser syndicalement en lien avec la structure, la manière dont s'est organisé le travail, les sous-traitants, etc. Et puis les conditions d'emploi précaires. Et aussi en lien avec des classes populaires et comment on fait pour faire cette formation syndicale, est-ce que ça nécessite un petit capital militant, enfin bref. Et donc je me demandais si là, ce que vous aviez l'air d'expliquer, c'est les formes d'entreprise fait que c'est compliqué de mobiliser, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien avec c'est des cadres aussi? Alors il y a ça. Et puis, parce qu'il y a une dernière question. Non, c'est pas grave. C'est un secteur, pendant très longtemps, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais ça reste vrai. Comme je disais, les luttes étaient plutôt bien payées, avec des gens avec des niveaux de formation très souvent avec plus 4, plus 5, et qui, quand ils n'étaient pas contents, ils donnaient leur dème et ils allaient voir dans une autre boîte. Et très souvent, ils trouvaient une boîte qui leur coûtait avec 10% de plus pour le salaire. Donc si tu veux, ça ne donne pas envie de faire chier à monter un syndicat et à se battre avec son patron alors que celui d'à côté, il va donner plus. C'est con, mais tu vois, c'est sûr. Déjà avec un milieu globalement social plutôt favorisé. Donc, et c'est ce qui fait d'ailleurs que notre fédé elle est atypique. Il y a énormément de militants d'extrême gauche dans cette fédération, quoi. Parce que il y a que qui sont assez fous pour faire du syndicalisme dans ce secteur-là. Enfin, c'est un peu comme ça que j'explique. Et donc c'est particulier, quoi. C'est un secteur particulier. Effectivement, c'est pas le plus propice. Mais dans notre fédération, il y a aussi par exemple les centres d'appel. Là, on a vraiment une population complètement différente. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail de formation, après, de formation syndicale et tout. Ça se fait pas comme ça. On essaie nous, de faire beaucoup de formation, on est une fédé qui produit beaucoup de documents, d'analyses, etc. pour essayer de faire monter le niveau de formation. C'est pas évident. C'est pas le secteur le plus facile. Sinon, il y avait une question sur le coût du travail et le gâchis. Alors, j'ai pas souvenir qu'on ait développé énormément d'arguments sur ce point-là précis. On a pas mal travaillé sur la question du coût du travail en expliquant en quoi c'était l'arnaque, en expliquant le coût du capital, sans rentrer forcément dans le détail de ce processus-là dont je parle tout à l'heure. Mais dans les discussions avec les collègues, on en parle, mais dans nos écrits, je crois peut-être un petit peu ça. Parce que j'imagine que des arguments comme ça, avec une description précise de tout le gâchis, de toute l'absurdité des choses, pourrait peut-être aider à convaincre des gens qui ne touchent pas avec des arguments seulement d'opposition du travail du capital, parce que ça oui, touche je le pense. C'est vrai que c'est un argument tout à fait exploitable, enfin pertinent. Parce que c'est susceptible d'être un peu consensuel, enfin, un peu plus que le oui. reste. C'est vrai que quand tu vois, quand il y a eu cette histoire de 50 jours, là, j'en parlais autour de moi, tout le monde rigolait, sans rigoler, c'est bizarre, quoi. Donc c'est indépendamment des opinions politiques ou autres des gens, ils voyaient bien que c'était complètement dingue. Ça, c'est vrai que des choses comme ça, c'est des arguments assez forts, quoi, qui ne demandent pas beaucoup d'explications. Mais on peut aussi avancer l'argument que, tu sais, étant donné qu'on a beaucoup de concurrents et qu'on se place au niveau du salarié local de boîte de sous-traitance, ça peut très bien se dire aussi que
10 000 boîtes derrière qui peuvent refaire ce que moi je fais, même si enfin, c'est le seul moyen pour moi de gratter de l'argent pour ma boîte et assurer un salaire fixe. Tu sais, il y a toujours la mentalité de bon, les patrons ils peuvent rien faire pour moi, ils sont conditionnés de cette façon-là, et ils vont se dire c'est le seul moyen que j'ai, c'est de gratter de l'argent, c'est de dire voilà, enfin, là, au niveau de la commande, t'as pas été précis ici, etc. Oui. C'est vrai que c'est exploitable, mais tout ça a touché tout le monde. Peut-être que c'est un truc qui est exploitable si on déplace le débat vraiment dans l'ensemble de la société, parce que si c'est un argument qui est pas seulement sur voilà, c'est pas le travail qui coûte cher, c'est le capital, c'est les actionnaires et tout ça, qui est un argument classique très important et tout ça, mais si on a en plus un argument sur l'absurdité générale du système, ça, dans le niveau de la société, ça c'est un truc à mettre sur la place publique qui peut faire mouche, quoi. Oui, après, dans les boîtes, c'est sûr que c'est compliqué, parce que c'est quelque chose qui se répète indéfiniment. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi par rapport au type de société qu'on veut, c'est-à-dire que si on essaie d'élargir un peu le débat et de réfléchir à dans quel type de société on a envie de vivre, moi je préférerais mon temps de travail le consacrer à des choses utiles, des gens qui n'ont pas jouer au con. Parce que ce qui était quand même le plus choquant, c'est pas tellement le jour, c'est que quand on l'a fait avec ce collègue, en fait on l'a fait en une journée, parce qu'on était à 12 sur le week-end, et on l'a fait savoir, c'est-à-dire les chefs de la communauté dessus. Enfin, ça n'a pas suscité la moindre réaction. Donc ça veut dire qu'ils sont conscients de ça. Ils sont conscients, mais c'est pas leur problème. Et c'est là que vraiment on touche du doigt un truc. C'est là que moi, c'est ça qui m'a amené à me dire. Eux, ils voient plus loin. C'est-à-dire que eux, ils voient que c'est quand même une mécanique qui permet globalement de faire baisser les coûts. Même s'il y a ce genre de. Et de faire une pression sur les salaires à long terme. C'est ça, parce qu'à court terme, c'était une sorte de profit pour les dirigeants de la BNP. Oui, à court terme. Mais à long terme, voilà. Puis il y a d'autres aspects que j'ai pas dit, j'ai oublié de dire, c'est ils économisent aussi sur tout ce qui est gestion de carrière, tout ça, parce que quand tu es dans une grande boîte comme la BNP, moi j'ai un collègue par exemple, il était agent employé de bureau à la BNP, et puis il a demandé à faire une reconversion, il a obtenu ouais, c'est ça, un fongicide, un congé de formation. Et il a fait pendant un an ou deux une formation pour devenir informaticien, et il est devenu informaticien, tout en gardant son statut, son ancienneté, ça à la BNP. Et donc ça leur coûte cher ça. Et quand tu te débarrasses d'une bonne partie des gens et que tu sous-traites, tu n'as plus à gérer, tu as moins de LDRH à gérer, moins de comme ça. Et même l'intéressement, la participation, ça coûte moins cher parce que tu as moins de salariés. Donc il y a des économies aussi comme ça qui ne sont pas négligeables. Et surtout, ils n'ont pas à faire régulièrement un plan social pour dire bon bah voilà, on n'a plus besoin de tel type de. Enfin, on a trop de tel type de population, on va en virer la moitié. Ça, tout ça, ils se débarrassent de tout ça. Et à long terme, c'est intéressant. Même si à court terme, il y a des pertes. Je pense que leur calcul, il est vraiment sur le long terme. Ouais. Enfin, une dernière remarque, mais ce que moi j'observe dans le travail social, où c'est aussi un mouvement qui a eu lieu, c'est que il y a des salariés pour qui c'est arrangeant aussi d'être chez des sous-traitants, des intérimaires, etc., en termes de contenu du travail, ou de rapport au travail. Et du coup, c'est oui, c'est vrai. Et c'est problématique, quoi. Du coup, parce que ça s'instaure, et puis ça devient. C'est problématique tous les mots, parce que ça permet de jouer aussi, ça permet de donner un peu de liberté, etc. Mais... Oui, alors c'est vrai que j'ai peut-être plus insisté sur l'aspect négatif. Il y a quand même des aspects positifs. C'est que notamment, il y a plein de gens qui choisissent d'aller dans une SS2I, mais c'est vrai pour d'autres secteurs, parce que ça donne une variété d'activités plus grande.
tu as l'occasion de bosser dans des contextes différents, sur des sujets différents, etc. Et donc d'apprendre plus de choses et d'être comme ça, de te maintenir plus au niveau, surtout dans des secteurs qui évoluent beaucoup en termes de technique. C'est des occasions d'apprendre plus de choses, avec une variété de façons de travailler aussi qui peut être enrichissante. Donc c'est vrai que c'est une des raisons, et puis les salaires qui étaient plus élevés, comme je le disais. Donc du coup, ça a amené des gens à... Comment ? C'est compliqué aussi de mobiliser les gens syndicalement, parce qu'ils ne sont pas nécessairement contre ces conditions de travail. En tout cas, dans le travail social, l'intérim, ils gagnent plus, ils ne sont pas obligés de se fader leurs collègues, ils sont à distance des institutions. Et du coup, c'est un système de merde, et en même temps, Oui, et puis j'ai connu une personne qui faisait de l'intérim, des CDD, qui le fait, si on est mardi pour clamer embaucher un CDI, parce que quand elle avait envie, elle ne cherchait pas pendant quelques temps, si c'est une pause, elle touchait le chômage, et puis elle était quoi. Donc il y a ce genre de choses. Mais ça va bien quand tu as entre 25 et 40 ans. Ça commence à être plus compliqué, et quand tu arrives en fin de carrière, à 50, 55 ans, c'est chaud. Ça commence à être chaud. Et ça, souvent les gens qui font ces choix-là, ils n'ont pas une vision globale du tout. Parce qu'à un moment donné, ils arrivent à des difficultés. Alors que quand tu es embauché en fixe, une grosse boîte, tu as quand même une chance d'aller au bout, même si c'est moins vrai maintenant, parce que les boîtes elles sont en structure dans tous les sens. Fait que tu es dans une grosse boîte aujourd'hui et demain tu te retrouves filialisé ou vendu à une autre boîte parce que l'activité était du coup ça devient compliqué pour tout le monde. Mais c'est quand même plus risqué, je pense, surtout l'intérieur. À moins d'être vraiment d'avoir une compétence particulière et recherchée, où là ça va quoi. Mais tu parles du secteur social, une sœur qui est assistante sociale, et même l'aide sociale à l'enfance, elle sous-traite massivement, et notamment à des associations. Et c'est complètement dégueulasse ce qu'ils font, parce qu'ils confient à des associations du travail, d'enquête sociale, autres, etc. Et puis ils gèrent ça par les budgets. Eux, ils disent cette année on a tant de budget, donc on vous alloue tant. Et après, l'association, elle se démerde. Donc si elle a moins de budget, elle va être obligée de faire quelque chose. Mais, et si elle a plus, elle va se couper. Et là, c'est carrément le département, quoi. Enfin, c'est des institutions publiques qui se lèvent les mains des conséquences sociales de leur choix. Alors que si c'était des salariés du département, c'est plus compliqué de les gérer, quoi. Donc effectivement, c'est pas du tout lié, c'est pas limité au secteur privé. C'est ça qui est terrible d'ailleurs, c'est que le secteur public, il est géré aujourd'hui très largement comme le privé, parfois pire. Mais c'est bien privé aussi. Oui, dans les sous-traitants de tous ces enfants, il y a des boîtes d'intérim, maintenant il y a une dimension lucrative qu'il n'y avait pas avec les associations. C'est terrible aussi. Oui, bah oui. Du coup, tu rentres dans des logiques de rentabilité. Merci. J'arrive à oublier que je suis au moins oui.